On se retrouve aujourd'hui avec un invité un peu particulier. J'ai fait hier une capsule sur la Confédération paysanne et j'avais dit que j'aimerais bien interviewer quelqu'un de la Confédération paysanne pour qu'il nous explique un peu plus ce que c'est que ce mouvement, puis la vision qu'ils avaient de l'agriculture française, des débouchés à avoir, des problèmes actuels. Et il se trouve que une des personnes dont je parlais dans la capsule, c'était Thomas Gibert de la Confédération paysanne, parce qu'il avait critiqué sur les plateaux télé des gros agro-industriels, quoi. Il avait critiqué un peu le libéralisme, donc on avait trouvé ça intéressant. Et il se trouve qu'il était sur Twitter à ce moment-là, que j'ai pu le contacter et qu'il a pu venir ce soir répondre à nos questions. Donc, Thomas Gibert, est-ce que tu m'entends ? Ouais, carrément. Et est-ce que vous m'entendez, vous? Ouais, bah très bien, on t'entend parfaitement. Du coup, par quoi on peut commencer peut-être par un peu parler de la Confédération paysanne de manière rapide, mais pour que les gens situent ça. Moi, souvent, quand je parle de ça aux gens, je dis que c'est un syndicat un peu plus à l'opposé de la FNSEA. J'ai tendance à opposer les deux. Je sais pas si c'est comme ça que vous vous définissez, mais je vois un peu la FNSEA. Des fois, je dis aux gens, c'est le MEDEF des agriculteurs. Alors, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est pour donner un petit peu l'image de voilà, la FNSEA, ça représente l'intérêt parfois des gros. Puis je dis la Confédération paysanne, c'est un peu plus le syndicat des petits, quoi. C'est un peu le syndicat des petits paysans qui vont du coup parfois rentrer en contradiction avec ces gros. Alors je sais pas si j'ai raison, je sais pas si tu vas confirmer tout ça, mais comment est-ce que toi tu définirais ton syndicat par rapport à tout ça, quoi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un peu de décalage, désolé, mais en gros, donc la Confédération paysanne, on est un syndicat agricole, du coup, de paysans et de paysannes, et on a un projet politique qui s'appelle l'agriculture paysanne. C'est un projet politique qui, moi, j'aime à dire qu'il est révolutionnaire dans le sens où pour le mettre en place, il faut faire des changements systémiques de la société. Et Hmm. donc, pour nous, l'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui répartit les volumes de production pour des paysans et des paysannes nombreux et nombreuses pour une alimentation de qualité pour tous et toutes et qui fait attention à son environnement et qui également a une vision internationaliste et qui milite pour la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est un de nos enjeux hyper importants qui est une notion qu'a développée la Via Campesina, qui est notre organisation internationale, qui est la plus grosse organisation, le plus gros mouvement social au niveau mondial avec, il me semble, 270 millions d'adhérents et d'adhérentes. Et du coup, il y a eu donc cette notion de souveraineté alimentaire qui a été développée, qui n'a rien à voir avec la souveraineté alimentaire qui est utilisée par le gouvernement ou par les gens de la FNSEA. Notre définition, c'est le droit des peuples à décider de leur alimentation, de la produire eux-mêmes sur leur pays, sans dumping avec les pays tiers, grosso modo. D'accord. Donc il y a un côté Ouais. vraiment agriculture à échelle humaine, j'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est-à-dire une production qui est beaucoup plus, enfin pas diversifiée dans les personnes, mais si tu veux, j'ai l'impression que tu dis qu'il faut beaucoup plus d'agriculteurs différents qui ont des petites productions, c'est ça? Ouais, nous, un de nos slogans, c'est pour des campagnes vivantes, pour des paysans et paysannes nombreux. Et ça, c'est vraiment structurant dans nos revendications. On s'est un peu, enfin, le syndicat, il s'est monté un peu autour de la critique aussi de l'industrialisation de l'agriculture et du fait que ça a toujours servi que certains et que ça a contribué à la disparition de notre métier et, euh, et voilà. Mais c'est marrant parce que tu vois, tu dis ça, et l'autre jour, bah, quand tu étais à la télé, je t'ai vu dire bah, les normes, pourtant, c'est pas quelque chose c'est pas forcément quelque chose à abolir. Alors que quand tu dis ça, on a l'impression que tu veux quelque chose à échelle vraiment où chacun fait un peu ce qu'il veut.
presque un projet qui pourrait paraître libéral, c'est-à-dire chaque paysan fait ce qu'il veut, indépendamment d'une échelle de, je sais pas, étatique, de planification, de normes, de choses comme ça. Et pourtant, vous n'êtes pas opposé aux normes. Donc, comment est-ce que vous voyez tout ça, quoi? Comment est-ce que tu vois à la fois le fait d'avoir plein de paysans qui font de la nourriture à une échelle qui n'est pas une échelle agro-industrielle, machin, tu vois, et à la fois avoir aussi un côté, l'État a le droit de mettre son nez en disant tel truc c'est peut-être pas super sain pour le consommateur ou pour le paysan de l'utiliser, tel pesticide ou je ne sais quoi. Comment est-ce que vous vous insérez là-dedans? Je sais pas, moi j'ai l'impression que les normes, elles sont. Le problème des normes aujourd'hui, c'est qu'elles sont au service de l'agro-industrie et du libéralisme, et qui, du coup, elles sont pas du tout au service des paysans et des paysannes. Et du coup, il y a forcément une. Et en plus de ça, il y a le problème du revenu. Enfin, je ne sais pas si on parle là-dessus, mais je pense qu'il faut quand même partir de là. Aujourd'hui, les grosses revendications de ce mouvement, de ces révoltes paysannes, ça reste un problème de revenu. On a beau, enfin voilà, il y en a qui essayent de dire ouais, c'est parce qu'il y a des normes que machin, mais la revendication centrale, c'est évidemment le revenu. Ça fait des années et des années que notre profession est dans une précarité de plus en plus criante. Et effectivement, du fait qu'on n'ait pas de revenus, lorsqu'il y a des normes qui sont mises en place environnementales, etc., en fait, ça va s'ajouter au travail qu'il y a déjà, parce que faut savoir que en agriculture, c'est vraiment très fréquent de croiser des personnes qui travaillent, qui sont rémunérées la moitié du SMIC horaire, voire du quart du SMIC horaire. C'est des semaines de malades qui peuvent aller jusqu'à 80-90 heures. Et effectivement, quand on rajoute du travail là-dessus, des normes qui sont contraignantes là-dessus, elles sont pas acceptables à la Confédération paysanne. Nous, on pense que si on règle cette question de revenus, on peut mettre toutes les normes qu'on veut. Et d'autant plus que les paysans et les paysannes, ils mettent pas des pesticides par plaisir. Enfin, faut bien en avoir conscience. C'est pas juste des méchants, tu vois. Ils le font parce que si ils mettent pas de pesticides, ça va augmenter leur coût de production. Et vu qu'ils sont en concurrence sur le marché international, ils vont baisser leurs marges et ils vont se retrouver dans une précarité encore pire qu'aujourd'hui. Donc, en fait, nous, on prend toujours la question du pesticide comme arme de concurrence sur le marché international. Et ça doit rester comme ça, et notamment dans les milieux, on entend les politiques de gauche, écolo, etc., qui disent il faut interdire tel ou tel pesticide. Mais en fait, c'est inaudible comme revendication, sans solution derrière. On est tellement... on le voit bien sur les mobilisations, c'est tellement la merde que du coup, on ne peut pas accepter des revendications comme ça. Ouais, non, mais je comprends. Ouais. Mais en fait, c'est le cas dans beaucoup de métiers, et je pense que dans la paysannerie, c'est là où c'est peut-être le plus criant, parce que c'est là où les gens bossent pour le moins d'argent, où vraiment il y a une grosse pression là-dessus. Mais c'est vrai que en fait, quand t'as déjà pas les moyens pour vivre en faisant ton travail d'une certaine manière, où oui tu peux utiliser des pesticides, oui tu peux faire de l'intensif parfois, quand on vient ne pas rehausser ton salaire mais qu'on te dit juste tu n'as plus le droit d'utiliser ça, en fait t'es juste dans la merde, quoi. Ça te rajoute juste une pression en plus. Et du coup, ça passe pour de l'écologie punitive. Et je suis sûr d'ailleurs même que ça doit rendre certains paysans qui sont... s'ils sont paysans, c'est que c'est des gens, j'imagine, qui aiment bien la terre. C'est pas des gens qui sont de base là pour balancer de l'essence sur la terre et être contents de polluer, quoi. Mais du coup, certaines personnes, j'imagine, par réaction, doivent se dire ouais, ils nous font chier un peu avec leurs normes, et ça doit même provoquer un effet inverse. Alors que si on faisait l'inverse et qu'on proposait un moyen pour les paysans de mieux vivre de leur travail, d'avoir je sais pas, d'avoir par exemple... je parlais de ça, je crois, dans la capsule où je parlais de toi, mais de faire en sorte, par exemple, qu'il y ait personne qui vende à perte. C'est quand même incroyable d'avoir un boulot où c'est possible de vendre moins cher que le prix de revient d'un truc. Si déjà on faisait en sorte que les agriculteurs vivent de leur travail, et même qu'ils soient un petit peu larges, là, on pourrait commencer à parler de normes écologiques, quoi. C'est intéressant parce qu'en fait, tu mets en relation deux questions qui sont parfois traitées différemment.
c'est-à-dire la question à la fois économique et sociale, c'est-à-dire la question du revenu, la question même du libéralisme, tout ça qui pousse évidemment les revenus des agriculteurs vers le bas et qui les met en opposition parfois avec des fermes qui ne sont pas aussi vertueuses à l'autre bout du monde, qui n'ont pas les mêmes normes et tout ça. Et tu mets ça en relation avec la question écologique et la question des normes, quoi. On voit que les questions, en fait, ne sont pas, ne s'opposent pas, quoi. Que c'est des questions qui devraient être pensées ensemble, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, elles sont pas forcément pensées ensemble, quoi. Je Ouais, pense. carrément. Et j'ai pas, Vas-y, vas-y. je suis désolé, vu qu'il y a le méga décalage, je parle alors que peut-être que tu n'attendais pas que je parle. Je disais sur la proposition du gouvernement, on est sur, je ne sais pas si on rentre sur du technique type les clauses miroirs dans les traités de libre-échange, etc. C'est intéressant ou pas? Eh ben, sincèrement, on peut. Je pense que là, il y a un Non, mais public aussi vas-y, qui. pose des questions. Vas-y, Non, 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 pose des t'inquiète, questions et t'inquiète, je t'inquiète, réponds. ça va le faire. J'ai pas mal de questions de toute façon, mais c'est vrai qu'on peut rentrer dans des trucs aussi un peu poussés parce que les gens qui vont venir voir une vidéo qui a duré, je sais pas, 1 heure ou plus, de toi, s'attendent aussi peut-être à avoir des choses qui vont plus loin que des choses que tu vas pouvoir dire en 2 minutes parce que quand tu es sur BFM TV, tu es obligé de parler en 2 minutes parce que la télé est faite comme ça. Là on a l'intérêt du temps long, quoi. Ok. On pourrait peut-être déjà parler des problématiques actuelles. Et moi, j'aimerais bien parler de ce qui vous oppose à la FNSEA, parce qu'on a quand même beaucoup entendu la FNSEA et on a presque cru en fait que c'était les interlocuteurs principaux du gouvernement. Et de fait, ça l'est aujourd'hui. Mais j'aimerais bien que les gens comprennent bien sur quel point vous vous opposez avec la FNSEA, pourquoi vous vous opposez avec la FNSEA. Je t'ai entendu dire d'ailleurs dans une interview que tu t'opposais pas aux gens qui étaient à la FNSEA, tu t'opposais vraiment à la direction de la FNSEA. Donc quelle différence tu fais là-dedans? Vas-y, raconte-nous un peu tout ça pour bien qu'on situe la Confédération paysanne par rapport à la FNSEA, quoi. Bah, alors la FNSEA, c'est historiquement le premier syndicat agricole et du coup, dans les années 60, il y a eu vraiment deux branches qui se sont battues dans ce syndicat. Donc une branche représentée par Bernard Lambert, qui est un des fondateurs qui a été paysan travailleur, puis un des fondateurs de la Confédération paysanne. Et de l'autre côté, il y avait Michel de Baptiste. Tous deux provenaient de la FNJA, des JA des jeunes agriculteurs, et encore avant ça, de la JAC, de la jeunesse agricole chrétienne. Et du coup, dans les années 60, il y avait vraiment une tension entre ces deux mouvances, l'une plus poussée vers l'entrepreneur, l'exploitant agricole qui décidait sur sa ferme, qui employait, qui machin. Et de l'autre côté, Bernard Lambert, notre figure historique, et dont d'ailleurs c'est les 40 ans de la mort cette année qu'on va essayer de faire des événements autour de lui, et qui lui prenait plutôt le fait que les paysans étaient des travailleurs de la terre, plutôt du côté du prolétariat. Et il avait notamment fait un discours assez formidable pendant la lutte du Larzac de Ouais. 71 à 81, où il disait nous ne serons plus jamais des Versaillais. Et ça, Hmm. c'était vraiment un des discours fondateurs de ce rassemblement de la gauche paysanne qui a pu amener en 1987 à la création de la Confédération paysanne. Et du coup, effectivement, la branche FNSEA a plutôt du coup continué vers toujours plus d'industrialisation, d'agrandissement des fermes, toujours plus de productivisme, et la conf était plutôt dans la critique, et aussi le fait de dire que les paysans ne sont que des enfin, entre l'amont et l'aval ne sont que des prolétaires en fait du milieu agricole. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, la Confédération paysanne aussi a inclus dans ses revendications des revendications écologistes, féministes, et du coup et aujourd'hui, ça nous oppose pas mal avec la FNSEA, qui du coup est plutôt un syndicat aujourd'hui vachement de service. Donc la FNSEA est extrêmement majoritaire. Je crois qu'ils ont 200 000 adhérents.
Mais par contre, ils ont assez peu de votants par rapport à leur nombre d'adhérents. Donc les gens adhèrent aussi parce que par culture, parce que tout le monde adhère à la FNSEA et que c'est un syndicat plutôt pas vraiment d'idées quoi, mais plus de culture et de services, parce qu'ils proposent des services genre on va je sais pas, il y en a qui proposent des réductions sur tel ou tel service gasoil ou remplir ta PAC ou je sais pas quoi, et du coup alors que la conf, on est assez peu d'adhérents, mais par contre, on a beaucoup plus de votants que d'adhérents. C'est un peu plus militant, quoi, la conf. C'est un peu plus. Ouais, ouais, C'est carrément. Ouais. c'est un peu plus politisé, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, quoi. Des gens un peu plus actifs, alors que les gens de la FNSEA font ça parce que c'est pratique aussi, mais adhèrent pas forcément, en fait, à l'idéologie qu'il y a derrière la FNSEA. C'est ce que tu dis, non? Ouais, je pense. Et c'est en ça que du coup, il faut vraiment bien différencier aussi la base des représentants nationaux. Faut savoir que depuis toujours, alors moi j'avais lu ça quelque part, il faudra peut-être vérifier, mais il me semble que les cadres de la FNSEA, en fait, plus ta cotisation est élevée dans la FNSEA, plus tu as de poids au Congrès national. Et du Non, c'est coup, vrai? il se trouve qu'au Congrès national, du coup, moi, il faudrait vérifier. Donc, je ne sais pas si c'est On une très croirait bonne idée de faire en un live suffrage comme comme il ça. y avait dans l'Ancien Mais moi, j'ai Régime ou entendu ça plusieurs. des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, qui est-ce qui arrive à la tête à chaque fois de la direction de la FNSEA, malgré le fait qu'ils ne soient pas si nombreux, puisqu'ils ont des gigafermes, etc. C'est les énormes céréaliers qui sont vachement sur le libre-échange, parce qu'ils exportent leurs céréales, ils sont toujours à donf sur la bourse et compagnie. Alors que les éleveurs qui galèrent derrière, ils sont pas forcément représentés par le national. Et du coup, à la FNSEA, tu as toujours cette tension assez forte entre les céréaliers et les éleveurs et les éleveuses. Et du coup, bon, après, c'est des petites anecdotes. Nous, on s'est dit à un moment, je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait ce truc d'agribashing. C'était un moment où justement les éleveurs ils commençaient à un peu gueuler que le national était toujours sur le libre-échange et que eux, ils étaient toujours OK avec les importations de milliers de tonnes de viande bovine qui foutent trop la merde sur les marchés, etc. Et du coup, il y a eu cette idée vachement intelligente, je pense, de leur part de mettre en avant vachement l'agribashing qui à la fois disait marre des gens qui critiquent les pesticides sur les gros céréaliers, et à la fois les gens qui critiquent l'élevage industriel pour des raisons de bien-être animal. Et du coup, c'était un peu un truc fédérateur entre les deux mouvances de la FNSEA qui a permis de resserrer un peu les liens à un moment où c'était un peu compliqué, quoi. Bah, ça fait un peu truc très corporatiste, c'est-à-dire on se renferme autour de trucs où nous, ça nous permet de... ça nous permet d'avoir des revendications communes, quoi. Mais après, c'est compliqué avec cette ligne-là, je trouve, de trouver de trouver des partenaires, parce que par exemple là tu disais ouais que allez, à la Confédération paysanne vous voyez plus comme des prolétaires agricoles, quoi, de ce que j'ai compris, des choses comme ça. J'imagine que du coup dans votre optique ça vous permet aussi d'imaginer des alliances avec d'autres personnes qui sont aussi des gens exploités, qui galèrent aussi, qui ont besoin peut-être de négocier ou taper du poing sur la table avec le gouvernement. Or, quand on a une dynamique qui est très très corporatiste, où c'est que les agriculteurs, et qu'au final ça en vient à avoir on en vient à avoir comment ça s'appelle, des revendications qui sont opposées, je pense, à la majorité des Français, parce que tu vois, ce que tu me dis là, la revendication de mettre en avant le droit à mettre des pesticides ou le droit à faire de l'élevage intensif, je pense pas que les Français la partagent énormément. Bah, ça coupe un peu du reste de la population, et c'est un peu les agriculteurs contre le reste de la population, et je trouve que ça peut être dommage, alors que votre point de vue, même si vous êtes peu dans C'est les pas mettre en agriculteurs, avant le fait de mettre des vas-y, vas-y. pesticides. Je suis désolé parce que ça coupe un peu.
En fait, je devrais pas te couper, je devrais attendre, excuse-moi. C'est pas tant de mettre en avant le fait de pouvoir mettre des pesticides, c'est plutôt dire, regardez comme on est rejeté par la société, ils Ouais. nous crachent dessus alors qu'on les nourrit, etc. Et c'est plutôt un sentiment de rejet de la société qui est mis en avant, qui est plus, voilà, genre... et du coup, il y a cet épouvantail de l'écolo gaucho alors, qui devient l'ennemi absolu, alors qu'en fait, franchement, si tu galères, c'est pas à cause de Sandrine Rousseau. C'est plutôt à cause du marché, du libéralisme, etc. Quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a quelqu'un qui posait une question intéressante. Je, Ça marche je, comment au je, niveau je supporte syndicat? pas, je suis pas pour Sandrine Rousseau. Oui, ça m'en avait compris, je crois, mais c'est vrai que des fois, il y a ce côté mise en avant d'un épouvantail, comme si toute la gauche se résumait à Sandrine Rousseau, et puis en plus de ça, comme si c'était la ligne de Sandrine Rousseau. En réalité, en France, ça représente pas grand-chose, et c'est un peu facile de la mettre en avant pour faire comme si... Enfin, pour pouvoir faire ce qu'on veut après en disant ouais, de toute façon, ils nous repoussent, regardez, c'est des bobos citadins. Bon, d'accord, Sandrine Rousseau, moi aussi, je suis pas un soutien de Sandrine Rousseau, mais c'est un peu facile parfois, c'est l'argument facile. Bref, il y avait quelqu'un qui disait ça marche comment niveau syndicat pour les ouvriers agricoles? Parce que je me rends pas compte, mais dans la Confédération paysanne, il y a quoi? Il y a des ouvriers agricoles, il y a des indépendants, il y a. Raconte-nous un peu tout ça. Ben, statutairement, on est un syndicat d'exploitants agricoles, c'est le terme juridique. Et du coup, on ne peut pas faire adhérer des salariés agricoles. Du coup, les salariés, eux, ils peuvent plutôt se salarier avec les syndicats de salariés classiques type CGT, CFDT, CNT, tout ce que tu veux. Et du coup, après, à la conf, on a une commission travailleurs migrants qui travaille un peu sur des questions qui nous semblent importantes de bosser. Mais après, c'est vrai que le statut de salarié agricole est plutôt, pour tout avouer, plutôt un impensé au niveau de la conf, dont on a conscience qu'il faudrait qu'on travaille. D'accord. Oui, oui, parce que c'est un peu les grands oubliés, je trouve parfois parce que c'est à la fois des gens qu'on considère pas trop dans les syndicats aussi de salariés, c'est-à-dire dans les syndicats, évidemment, je sais bien, il y a des salariés agricoles à la CGT, mais on va pas me faire croire que la CGT, elle est gouvernée par les salariés, les salariés agricoles, les ouvriers agricoles, et qu'on y pense beaucoup quand on pense à la CGT, on pense plus à, je sais pas, aux cheminots, aux métallos, des choses comme ça qu'aux ouvriers agricoles, quoi. Donc d'un côté, ils trouvent pas trop leur place dans ces syndicats-là, et de l'autre côté, du coup, c'est vrai que s'ils peuvent pas aller dans les syndicats comme la Confédération paysanne, ils se retrouvent le cul entre deux chaises, quoi. Et en plus, comme tu disais, il y a aussi la question de l'immigration, c'est-à-dire qu'on sait très bien que dans les salariés, dans les ouvriers agricoles, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'immigrés parce que c'est un job qui est compliqué, qui est pas forcément super bien payé, et du coup, ils se retrouvent là-dedans, quoi. Et c'est toujours la même histoire en fait. Vu que les marges sont hyper faibles à cause de la concurrence sur le marché international, parce que tu es en concurrence avec des productions qui ont un coût du travail bien moindre, des avantages comparatifs de malade, tu es obligé en fait de tirer sur les gens que tu emploies. Enfin, je n'excuse en rien, tu vois, Non, mais les bien gens sûr, qui font non, ça, mais mais moi il je suis faut pas aussi là, comprendre je suis pas dans la morale non plus. Hein, c'est pas, je sais très bien que les paysans, que les restaurateurs et tout, ils utilisent aussi des salariés immigrés qui payent pas cher pour tirer les prix vers le bas parce qu'ils sont en concurrence. Je sais pas, le restaurateur il va être en concurrence avec un McDo ou un truc comme ça, il est obligé de faire ça. Mais c'est pas pour autant qu'on doit pas le penser évidemment. Mais d'ailleurs, tu parles beaucoup de libre-échange. Ça tend un peu la perche pour parler, je trouve, de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez à la Confédération paysanne de l'Union européenne? Ah, la question à 2 balles, enfin, pas un peu, je vais devoir Question qui fâche. Non, mais voilà. jongler entre les trucs. Alors, nous, on est plutôt donc, on est pour la sortie des traités de libre-échange, ça c'est clair. Et donc, ça, c'est une de nos premières revendications. Et ensuite, on demande des outils de régulation du marché au niveau national également. Pour nous, il n'y a aucune production agricole qui doit rentrer sur le territoire français en dessous des coûts de production.
des coûts de revient, pardon. Et du coup, ça s'appelle les prix minimums d'entrée. C'est une super proposition, enfin une proposition que je trouve vraiment vachement aboutie, qui n'est pas de moi, hein, sinon je dirais pas ça. Et du coup, l'idée est de donc aucune production ne rentre sur le marché français en dessous des coûts de revient. Donc tous les coûts de revient dans le pays d'origine. Mesure. Voilà. D'accord. Du coût de revient en France, quoi. Ah, du coup de revient en France. Donc par exemple, prends un exemple. Tu prends, je sais pas, une tonne de pommes, quoi, ou un truc comme ça. Voilà, moi là, mon kilo de tomates, moi je le vends 4 euros. Du coup, il n'y a pas une tomate qui rentre de tomates anciennes, bio, machin, qui rentre sur le territoire en dessous de ce coût-là. Du coup, c'est une mesure de protectionnisme, mais qui est hyper intéressante, qui se différencie vachement des mesures protectionnistes avec des droits de douane, dans le sens où elle permet aux pays exportateurs et notamment aux travailleuses et travailleurs des pays exportateurs d'avoir une marge dans les luttes qu'ils pourraient avoir pour améliorer leurs conditions de vie et améliorer leur mode de production. Ah et oui. En plus de ça, ça permet que sur le marché français, on puisse du coup solvabiliser le marché à un prix qui est convenable et du coup relocaliser la production. Et ça, en fait, cette proposition, elle vient de la commission fruits et légumes de la Confédération paysanne, puisque les fruits et légumes, c'est une des productions les plus sous le feu de la concurrence sur le marché international, notamment le marché intra-européen. Avec des productions en Espagne, voire les sites vers le sud de l'Espagne, à Almeria, où il y a des conditions de travail qui sont assez compliquées. Et du coup, l'idée, c'est de pas empêcher le commerce, mais de toujours dans cette idée de norme aussi, de permettre plutôt qu'à chaque fois niveler les normes par le bas avec les traités de libre-échange, là, l'idée, c'est de réussir à niveler les normes vers le haut. Parce qu'en gros, ce qu'on se dit, c'est que vu que les pays exportateurs, ils ne pourront pas envoyer leurs produits en dessous de ce prix-là, il va y avoir de la production qui va se relocaliser en France. Et du coup, pour éviter de perdre des parts de marché au niveau français, ils vont se positionner en améliorant leur qualité de leurs produits pour pouvoir être concurrentiels sur le marché français. Je ne sais pas si tu me suis, mais du coup, Si, je vois. l'idée, Et en fait, la différence, c'est que l'argent, il n'y a pas d'argent qui revient à des douanes, en fait. L'argent revient aux vendeurs étrangers, quoi, aux paysans étrangers. Et donc, du coup, s'il doit produire pour 4 euros, de toute façon, il va produire avec des normes qui seraient meilleures et qui seraient cohérentes avec celles françaises. C'est ça l'idée, quoi. Il va même au-delà de ça, en fait, parce que nous, à 4 euros, on aura un coût de production, par exemple, une tomate en conventionnel, mais quand même en rémunérant bien le salarié. Et du coup, peut-être qu'en Espagne, ça va permettre d'avoir cette tomate-là, soit en rémunérant mieux le travailleur, soit en faisant de la tomate bio. Puisque du coup, sur la tomate bio, ils seront plus en concurrence sur le marché français avec la tomate conventionnelle au même prix. Ouais, je vois le truc. Mais encore une fois, ça, c'est une mesure qui va pas plaire aux libre-échangistes, on va dire, parce que ça revient à statuer sur les prix, à faire en gros un prix plancher un peu en disant nous on produit pas en dessous de ça, au lieu d'avoir une course toujours vers le gars qui va être le plus bas et donc le gars qui va utiliser un peu jouer avec les normes. C'est du proxétionnisme, quoi. Oui. Nous, on avait, je sais pas si t'avais vu, mais on avait parlé un peu avec Position Revue sur la chaîne. On avait fait 1h20 sur ce sujet-là. Et il y avait quelque chose aussi qu'on proposait, c'était une intervention de l'État pour garantir un débouché aux paysans qu'on appelait un peu vertueux. Et je pense que la Confédération paysanne se retrouve un peu là-dedans, c'est-à-dire dire maintenant les cantines, les hôpitaux, les administrations, il faut qu'elles achètent des produits qui sont vertueux, c'est-à-dire pas des produits qui viennent de l'autre bout du monde avec tous les pesticides possibles, mais des produits qu'on considère comme étant la norme qu'on veut avoir. Et l'intérêt de tout ça, c'est que ça permettrait
aux paysans qui fourniraient, par exemple, je sais pas, une cantine scolaire, un hôpital, de voir à long terme. C'est-à-dire, quand tu as une loi comme ça qui passe, tu sais que l'hôpital, dans 20 ans, normalement, il y est encore, quoi. Et donc, c'est pas, t'as pas ta production qui va d'un coup ne plus être achetée parce que, je sais pas, Leclerc a le monopole sur ton achat et d'un coup, ils veulent faire baisser les prix, ils disent qu'ils arrêtent d'acheter ou je sais pas quoi. Tu te retrouves dans quelque chose de plus sécurisé. Je sais pas si vous vous retrouvez un peu dans cette proposition. Je sais pas si vous avez d'autres propositions, vous, par rapport à une intervention de l'État, mais cette fois-ci dans la manière de consommer. Je sais pas ce que tu en penses. Oh oui, on a plein de propositions. Et dont celle-ci, évidemment, la restauration collective, c'est un débouché hyper important et c'est aussi une forme de socialisation de l'alimentation, dans le sens où enfin voilà, c'est mis dans le collectif et c'est aidé par l'État. Comment on va partir? À la Confédération paysanne, il y a quelques années, on faisait beaucoup la promotion du circuit court. Donc moi, je suis paysan en circuit court. Ça avait comme objectif de réussir à récupérer la valeur ajoutée en utilisant en squeezant en fait la grande distribution. Les Et intermédiaires. ça nous permettait du coup d'avoir un prix qui était plus élevé et du coup d'avoir des modes de production qui étaient plus vertueux pour mettre en place l'agriculture paysanne, une agriculture plus vertueuse. Et du coup, on s'est rendu compte que sur nos marchés, dans les biocoop, eh bien, on vendait grosso modo qu'à des classes moyennes supérieures et qu'il n'y avait pas du tout de classe populaire qui venait acheter nos productions. Du coup, il y a pas mal de paysans qui se sont posés la question et on s'est dit, en fait, on prend toujours la question par la production en disant, voilà, il faut labelliser, mais en fait, le problème, c'est qu'on est dans un marché de niche. Et par définition, un marché de niche, il n'est pas extensible à l'infini, dans le sens où on réussit à avoir un prix élevé parce qu'il y a une forte demande, mais au bout d'un moment, quand la demande et l'offre se croisent, c'est la crise et c'est ce qui est en train, grosso modo, de se passer avec la bio, avec la crise économique et l'augmentation de la production en bio. Et bien le bio galère. Et donc, à côté de ça, on a 10 millions de Français qui sont dans une précarité alimentaire. Il y a 3 millions de Français qui font la queue pour bénéficier de l'aide alimentaire. Donc, c'est quand même une perte de dignité assez horrible de devoir prouver qu'on est pauvre pour aller se nourrir pour une alimentation que tu n'as pas choisie, qui est en plus une alimentation industrielle, qui en plus de ça, faut savoir que cette alimentation qui va fournir les banques alimentaires, elle est défiscalisée elle est défiscalisée par l'État. Donc, on arrivait à un constat qui est absolument atroce, que l'agro-industrie, elle a besoin de pauvres pour pouvoir être rentable économiquement. Le système est devenu tellement gigantesque que ce système de défiscalisation en arrive à cette situation hyper perverse. Et du coup, face à ce constat absolument terrifiant, ils se sont dit, on va réfléchir plutôt du côté de la demande. Et c'est là qu'est venu, avec des réflexions de Bernard Friot, de réfléchir à l'ouverture d'un 5e volet de la sécurité sociale du coup de l'alimentation. L'idée, c'est donc de financer de socialiser l'alimentation par de la cotisation, dans le but dans le principe de ceux qui on participe selon ses moyens, on bénéficie selon ses besoins. Et donc tout le monde, et donc il y a une notion d'universalité, donc c'est-à-dire que tout le monde y a accès, comme la sécurité sociale de la santé. C'est grosso modo basé sur ce principe-là. Donc tout le monde a accès à une carte de sécurité sociale de l'alimentation sur laquelle serait crédité 150 € par mois. Et du coup, ces 150 € par mois, l'idée, ce serait de les utiliser dans des magasins qui seraient agréés et dont le contenu serait décidé de manière démocratique. Et là, c'est là où vient la notion de démocratie alimentaire qui est, à notre sens, absolument essentielle parce qu'on pense que
c'est aux citoyens, aux citoyennes de choisir leur alimentation, toujours cette idée de souveraineté alimentaire, et que c'est pas ni à l'agro-industrie de dire on va vous bouffer ça dans les banques alimentaires, ni à certaines franges écolo de dire mangez moins de viande et bouffez plus de légumes bio. Et du coup, l'idée, c'est de tirer au sort une assemblée qui serait à l'échelle d'une commune, d'une Comcom, d'un département, enfin voilà, peu importe. Et du coup, cette assemblée, on la finance un peu comme sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, on leur donne des sous pour qu'ils puissent réfléchir à la question de l'alimentation. Donc, ils vont interviewer des gens, avoir accès à des données, etc., pour pouvoir faire un choix en pleine conscience. Et nous, on fait le pari que, ils vont pas choisir une alimentation surindustrialisée qui détruit l'environnement et qui fait pas vivre les paysans et les paysannes. Ouais, c'est Et super du coup, intéressant. pour moi, parce ça, que c'est une proposition qui est absolument révolutionnaire et surtout qui donne enfin une vision un peu positive de l'avenir dans l'alimentation, qui est une question absolument centrale aujourd'hui dans la politique de manière générale, puisqu'elle parle de précarité, ça parle d'environnement. Enfin, je veux dire, l'effondrement de la biodiversité, c'est dû à l'industrialisation de l'agriculture. Le système alimentaire mondial, il est responsable entre un tiers et la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, c'est la question qu'il faut poser. Et du coup, ça va certainement pas avec des mesures pansements ou quoi que ce soit, ça va être avec des mesures structurelles révolutionnaires. Et ça, on n'y arrivera que en faisant un gros mouvement social. Ouais, mais c'est un truc en plus, je pense, qui en France peut d'autant plus marcher parce que les Français, malgré tout, sont attachés à la sécurité sociale et ils peuvent comprendre assez facilement, je pense, le principe d'une sécurité sociale alimentaire. Mais c'est marrant parce que je savais même pas que vous proposiez ça et je voulais te poser la question parce que quand tu m'as parlé de souveraineté alimentaire, ça me faisait penser à ça, ça me faisait penser à ces histoires de sécurité sociale alimentaire de Bernard Friot. Et c'est vrai l'idée de que sécu sociale de l'alimentation vient de paysans et paysannes de la Conf, à la base. D'accord. Bah, je savais pas. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'à la fois, tu as un côté où évidemment, bah, aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a des gamins qui vont à l'école le matin et qui n'ont pas mangé, quoi. Il y a des choses qui se passent comme ça parce que les gens peuvent pas acheter à manger, parce que les gens sont obligés de choisir entre se payer à bouffer ou alors payer leur carburant pour aller bosser ou des trucs comme ça, quoi. Donc ça résout à la fois le côté consommation et au niveau du côté production, c'est hyper intelligent parce que ça permet justement de faire vivre notre tissu agricole, quoi. Et d'ailleurs, je vous ai posé la question du tissu agricole parce qu'on ouais, mais on parle souvent du fait qu'il manque des agriculteurs. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Combien est-ce qu'il manque d'agriculteurs? Combien il faudrait d'agriculteurs en plus? Comment il faudrait les former? Voilà, est-ce que tu as des pistes par rapport à ça? Nous, la revendication à la Conf, c'est 1 million de paysans depuis des années et des années. Il faut savoir que c'était le nombre qu'on était dans les années 80 et aujourd'hui, on est 380 000. En revanche, quand on refait les calculs pour pouvoir généraliser l'agriculture paysanne, on est plutôt à 2,5 millions de paysans. Et si, alors il y a d'autres calculs qui disent que si on enlève les énergies fossiles, et il en faudrait 7 millions, soit 10% de la population, soit une société paysanne. Mais bon, ça c'est dans les conditions de zéro énergie fossile. Ouais. Mais est-ce qu'on est, selon vous, obligé d'abandonner tout type d'agriculture intensive? Est-ce qu'on doit en garder pour certains trucs? Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des agricultures intensives qui permettent après peut-être je sais pas, peut-être faire de l'énergie, peut-être de nourrir des animaux, où du coup ça passe pas forcément pour comment ça s'appelle, pour le consommateur, ça change pas forcément grand-chose, ou est-ce que au contraire il faut arrêter tout type d'agriculture intensive et du coup avoir que de l'agriculture paysanne? C'est une vraie question que je me pose, hein. Moi j'y connais pas grand-chose et je sais pas la réponse. Je pense qu'il ne faut pas se faire une image de l'agriculture paysanne comme des gens qui sont à la bêche. Je pense que c'est surtout, il y a beaucoup cette image-là. On a des tracteurs. Et moi, j'ai 4 tracteurs sur ma ferme déjà. Après, on est 10, donc c'est plus facile. Mais on est mécanisé, etc. Mais en fait, la question n'est pas là. On se bat contre aussi, il faut se rendre compte, une financiarisation de l'agriculture avec la disparition
du métier de paysan, dans le sens où c'est devenu des gérants de holding qui ont plein de petites sociétés qui vont réussir à contourner euh, les outils de régulation du foncier pour pouvoir continuer à s'agrandir sans faire gaffe à la SAFER, et qui vont du coup avoir des milliers d'hectares, et qui va avoir une société de travaux agricoles, une société qui va toucher tel sub, et du coup en fait on se bat aussi face à ça. Donc moi par exemple je pense que en Haute-Vienne, dans le département où je suis, on est globalement sur de l'agriculture paysanne, dans le sens où du coup, c'est des terres qui sont assez pauvres. Donc, c'est énormément d'élevage à l'herbe. Donc, il y a très peu de culture, il y a très peu d'irrigation. Et en fait, on est très proche d'un modèle vertueux. Après, bon, ça, c'est ancré dans un système qui est plus compliqué, avec de l'export des broutards à l'Italie, vers l'Italie et compagnie. Mais en fait, il manque assez peu de choses pour que ce mode de production soit vraiment cohérent. Et, et du coup, ouais, il y a un peu un imaginaire, je pense, de ce qu'est l'agriculture paysanne, qui est plutôt une démarche vers quelque chose de plus logique, et qui n'est pas une labellisation aussi. Ça, c'est important, parce que la labellisation, ça renferme aussi, et on en met un peu ce qu'on veut. Et du coup, il y a les dérives de la bio industrielle et compagnie qui posent les mêmes questions que l'agriculture conventionnelle. Ouais. Je sais plus où j'avais vu ça, mais le fait que certaines genre tomates bio industrielles, au final, elles étaient consommaient beaucoup plus d'énergie qu'une tomate non bio, pas industrielle, parce Ah, qu'en fait même, les mecs ils avaient des serres chauffantes au gaz ou je sais pas quoi. Enfin, c'était pas forcément vertueux, quoi. même l'idée, c'était de se poser sur la tomate bio hors saison. En fait, Mm. il y a eu une Mm. bataille qu'on a gagnée, qui était qu'à un moment, ils voulaient faire entrer dans le label bio la possibilité de faire des tomates toute l'année, grosso modo. Et en fait, les émissions de gaz à effet de serre, du coup, ils sont multipliés par 10 ou 20, tu vois. Quand tu dois chauffer une serre en plein hiver, c'est un truc de malade, tout ce que tu dois utiliser comme énergie. Et du coup, il y a aussi toujours des lobbying pour casser pour rendre de plus en plus accessible le label bio, etc. Moi j'ai une question par rapport à ce modèle-là, au modèle paysan. Est-ce que ça s'accorde avec une certaine planification? Parce que je pense que quand on parle de sécurité sociale alimentaire, on parle du fait que ben voilà, on va avoir besoin de je sais pas combien de tonnes de tomates par an. Enfin, tu vois, on est obligé quand même de réfléchir à une échelle globale. Or, quand on se retrouve avec plein de petits paysans plutôt que d'avoir quelques grosses fermes, c'est plus compliqué quand même de planifier. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? On est évidemment pour une planification écologique de la transition du modèle agricole. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on critique beaucoup dans la gestion politique agricole actuelle. En fait, tu vois, par exemple, on va taxer le GNR sans solution de revenu derrière, sans rien derrière, et forcément, c'est pas planifié. Du coup, ça prend pas. Du coup, c'est ça qui a mis les feux aux poudres, etc. Je veux juste dire, on dit sécurité sociale de l'alimentation parce que ça nous semble important de parler d'alimentation. Hmm. Voilà. Je me fais reprendre. D'accord. On va peut-être parler maintenant qu'on comprend un peu votre démarche du mouvement actuel. Bon, bah, comme tu l'as dit, ça avait un rapport avec le GNR, ça avait un rapport aussi avec les nouvelles normes européennes. Euh, Comment est-ce que tu vois les choses là actuellement? Le mouvement il s'essouffle, le mouvement il prend forme, le mouvement. Qu'est-ce que t'en penses quoi? Parce que il y a eu tout un truc, moi qui m'a fait marrer. Alors je l'ai pas traité sur la chaîne, j'avais pas mon matos à ce moment-là, mais j'aurais bien aimé. C'était des histoires où il avait sorti une espèce de figure de Jérôme Bale, je crois, où il nous disait que c'était la figure des agriculteurs. Et puis le mec après il disait ah, non, on a obtenu tout ce qu'on veut, on rentre chez nous, il y a pas de souci. Enfin j'ai trouvé que c'était un peu marrant, on aurait cru on aurait cru un faux truc soviétique de l'époque de propagande. Enfin, je sais pas si c'est peut-être qu'en fait il était de bonne foi, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre moi comme séquence. Et toi, voilà, qu'est-ce que tu penses toi de cette séquence? Où est-ce qu'on en est dans la mobilisation? Quelles sont les prochaines démarches? Enfin, voilà. Juste pour en revenir à Jérôme Bell,
c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment syndiqué et du coup qui n'avait pas de syndicat derrière. Ça montre un peu l'importance aussi de se former politiquement pour savoir aussi comment faire une négociation, comment gérer un rapport de force et pas se plier dès le début. Et le pauvre, il s'est pris beaucoup de railleries sur Internet. Le mouvement aujourd'hui, on est dans un moment politique qui est absolument inédit dans le sens où le mouvement, il est, comme tu l'as dit, européen de plus en plus. Et pour l'instant, sur le terrain, la mobilisation s'amplifie et se durcit. Nous, on vient d'appeler, on est quel jour? On est mercredi, donc ce matin, du coup, à durcir le mouvement et à bloquer les centrales d'achat partout en France. Et on fait un appel à tous les paysans à rallier, encartés ou non, à rallier ces points de blocage parce que ça nous semble représenter les prédateurs de notre valeur ajoutée, les prédateurs de notre revenu. Et que c'est un point de bloquer ça. Ça met vraiment un coup à la grande distribution et à l'agroalimentaire. Et je pense que il y a aussi un de nos rôles de la Confédération qu'on a toujours eu, c'est le lien avec la société civile. Et, aujourd'hui, on travaille à relancer ce lien-là, enfin à réactiver ce lien-là qui n'a jamais cessé d'exister puisqu'on a toujours été sur des manifs retraites avec des tracteurs et compagnie, avec les syndicats de salariés. Et donc, on est en contact avec un peu les représentants des autres syndicats de salariés pour pouvoir notamment se faire une rencontre. On va la tenter samedi à la Bourse du Travail pour pouvoir aussi parler pas que d'agriculture, mais aussi d'alimentation et aussi de voir comment éventuellement les adhérents et les adhérentes des syndicats de salariés pouvaient se joindre à la mobilisation pour appuyer le mouvement, puisqu'en fait, on se rend bien compte que les revendications, elles sont communes. C'est Ouais. vivre dignement de son travail et contre le libéralisme et compagnie. Ouais, parce qu'en plus, c'est important d'essayer de comprendre comment converger. Parce que c'est vrai que moi, je soutiens le mouvement, mais je sais pas comment participer. Tu vois, toi, quand t'es pas agriculteur, tu vois des agriculteurs avec leurs tracteurs qui viennent bloquer des routes. Toi, tu peux rien faire. T'es tout seul, t'es à pied. Nous, c'est pas nos modes de manifestation habituels. Donc c'est vrai que c'est important si vous arrivez à converger un peu, à trouver des points communs. D'ailleurs, on a vu quand même les taxis qui ont fait quelques actions. On a vu aussi la RATP qui posait un préavis de grève. Alors je sais pas si ça a tellement un rapport, mais ça met la pression au gouvernement quand même de dire il y a quand même la RATP derrière, il y a quand même des choses. Il y a les profs de main. Ouais, il y a les profs de main. D'ailleurs, vous, je sais pas si vous voyez jusqu'à ce moment-là, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est pas mal focalisé dans le milieu militant autour des JO aussi, parce qu'on sait qu'il y a un moyen de pression qui est assez inédit en fait avec le gouvernement par rapport à ça. Est-ce que vous avez réfléchi à des actions possibles pendant les JO ou est-ce que c'est trop tôt pour parler de ça peut-être? C'est trop tôt pour parler de ça. Enfin, on y réfléchit, mais c'est Bon, pas plus avancé que ça. ouais, je vois le truc. Par rapport par rapport au mouvement, du coup, moi je trouvais ça bien aussi. Tu as parlé des centrales d'achat. Je trouvais ça intéressant. Je crois que, je sais pas si les gens se rendent compte, mais que la marge qui se fait en fait, je crois que c'est x10 en gros la différence entre la marge que vous faites sur votre travail et la marge que les centrales d'achat font du coup sur votre travail, mais juste en faisant de l'achat-revente quoi. C'est-à-dire que vous les livrez et eux ils redispatchent dans des Leclerc, dans des Aldi, dans des Lidl, dans tout ce que tu veux. Et ils font x10 de votre marge. Je sais pas si t'as les mêmes chiffres que moi j'avais vu ça que vous faisiez en gros 3-4% et qu'eux ils faisaient 30-40% ou un truc comme ça. Est-ce que c'est vrai? En gros, sur 100 euros, alors j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais oui, en fait, il n'y a pas que la grande distribution et l'agroalimentaire, il y a plein de trucs qui captent la valeur ajoutée paysanne, mais en gros, sur 100 euros de produits alimentaires achetés par les consommateurs, il y a entre 6 et 8 euros qui arrivent aux paysans.
Oui, paysanne. Du coup, c'est sûr qu'il y a un problème de captation de la valeur du travail, mais c'est pas que ça. Enfin, il y a aussi la concurrence sur le marché international et enfin, après ça, on en a déjà parlé. Ouais. Moi, j'ai une question aussi. C'est par rapport par rapport au pouvoir. Est-ce que tu trouves qu'il est magnanime avec vous par rapport aux Gilets jaunes, par rapport aux manifestations qu'on a eues post-Noël, ou est-ce que tu trouves qu'il est dur? Parce que c'est vrai que nous, ça nous a fait un peu sourire des fois de voir Darmanin tout gentil, en fait, quand il était face. Je pense pas à la Confédération paysanne, c'était plus par rapport à la FNSEA. On sait qu'ils sont quand même. Euh, qui sont des politiques proches des politiques des Républicains, on va dire, ou des politiques macronistes, les dirigeants de la FNSEA. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de comment le pouvoir est avec vous? Notamment le pouvoir, je parle de la matraque, tu vois, je parle des gendarmes, de tout ça, quoi. C'est sûr que c'est hyper étonnant, surtout que nous, on n'est pas du tout habitué à ça. Il faut quand même rappeler que la semaine dernière, on a 2 militants qui ont été condamnés pour organisation de manifestations interdites de Sainte-Soline. Ouais. Suite à Sainte-Soline, on a été, enfin, même pendant Sainte-Soline, on a subi un niveau de répression qui était juste hyper abusé. Et quand on voit que une, une DREAL a été plastiquée et qu'il y a eu une MSA qui a cramé et que tout va bien, c'est quand même un délire. On est sur un. Ouais. Bon, après, voilà. Ce ne sont pas nos méthodes, mais on comprend que la colère nanani. Mais voilà. Enfin, En même temps, symboliquement, c'est compliqué hein, d'attaquer les paysans, d'aller matraquer les paysans. Tu vois, il y a des gens, ils comprennent. Enfin, à force aussi de rabâchage médiatique, ils comprenaient qu'on aille matraquer des gilets jaunes, qu'on aille matraquer encore plus, je pense qu'ils comprenaient encore plus, les révoltes après Naël et tout. Ils comprenaient même qu'on aille matraquer les éco-terroristes de Sainte-Soline, tu vois. Mais aller matraquer des paysans, c'est quand même symboliquement, je pense que ça va avoir du mal à passer. Hein. Même avec un peu de propagande médiatique, ça va être dur. Hein. ouais, à Sainte-Soline, il n'y avait pas que des éco-terroristes, hein, il y avait nous, il y avait des paysans Je aussi. sais bien, je Mais dis ça avec. c'était notre bataille où on essayait de dire que justement, c'était pas une bataille Je dis ça d'écologistes en contre le rigolant. monde paysan, c'était aussi une bataille de paysans, quoi. Je sais plus quelle était ta question, pardon. Non, non, mais il n'y avait pas de, il y avait pas de question particulière, mais c'était pour mettre en avant un peu ça, et puis de dire qu'en gros, au niveau symbolique, bah, vous représentez quelque chose et que Mmh. c'est là votre force. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir une jonction, c'est que si vous avez le côté symbolique, c'est compliqué d'aller taper sur des agriculteurs, et qu'à côté, vous avez la puissance de syndicats qui sont plus forts. Plus, plus forts parce qu'ils sont plus, tu vois, je sais pas, la CGT, même FO, même, ils sont plus, ils pèsent un peu plus, et ben peut y avoir une alliance qui est intéressante parce que le mouvement des agriculteurs, on peut pas taper dessus comme on va taper sur comme on va taper sur des gens qu'on a stigmatisés, comme par exemple les écolos de Sainte-Soline, les soulèvements de la terre, où on a dit à ces mecs-là, limite c'était des terroristes, et puis du coup ça permettait de taper dessus facilement. Quoi. Bon, sinon je sais pas s'il y Mmh. a des gens qui ont des questions dans le chat particulières, mais sinon je pense on commence à avoir fait un peu le tour. Je sais pas si tu as toi des choses à dire. Non, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Bah, on va peut-être s'arrêter là. Je trouve qu'il y avait beaucoup de questions depuis le début sur la sécurité sociale de l'alimentation et non pas alimentaire. J'ai bien retenu la question. Je pense qu'on Et peut si, s'arrêter là. en vrai, Ouais, juste pour faire un peu la promo des propositions politiques de la conf, elles sont toutes répertoriées sur le site internet. On ouais. fait pas mal de 4 pages et explicatives de toutes les propositions, que ce soit sur les prix minimums d'entrée, la sécurité sociale de l'alimentation, les prix minimums garantis et compagnie. Donc, faut pas hésiter. On profite de la fenêtre médiatique pour faire la promo un peu Ouais, bah, c'est ce qu'il faut, évidemment. de Hein. notre Il projet faut que... politique. Hein. Et puis, la prochaine fois, il y aura plus de gens dans la conf. Ça vous permettra d'être mieux organisé, d'être plus efficace, évidemment. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que vous, au niveau politique, vous avez une orientation qui est, on va dire, qui est claire? Parce que souvent, en France notamment, les syndicats, tu sais, sont très séparés des partis politiques. C'est-à-dire qu'ils veulent pas forcément dire, on l'a vu avec la CGT par exemple, pendant la manif des retraites, la CGT, c'était ah non, pas Mélenchon, machin. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça, par rapport à l'offre politique en France? On se dit syndicat de gauche, on refuse de dialoguer avec l'extrême droite. C'est à peu près tout. Ouais,
Ouais, oui, donc vous rassemblez largement, mais vous rassemblez largement sur des bases peut-être un peu antifascistes ou des choses du genre, quoi, peut-être antiracistes. Ok, ben super. En tout cas, je te remercie d'être passé, surtout avec les journées que tu dois avoir en ce moment. Ouais, bah, je vous invite, ceux qui regardent, à aller Avec voir plaisir. le site de la Confédération Paysanne pour aller vous renseigner un peu par rapport à tout ça. Et puis, bah, si jamais il y a du nouveau, je te recontacterai pour que tu viennes en parler ou pour que tu me fasses un éclairage, même en privé, pour en savoir un peu plus. En tout cas, merci à Carrément. toi. Merci à toi. Et je vous invite à donner sur le Tipeee, évidemment, sur le Tipeee pour qu'on puisse continuer notre travail. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la chaîne principale.